Rendons-nous tout de suite à Moscou. Vous y êtes, Charles Diveau. Merci beaucoup en direct. Il est quoi? Il est 1 heure de plus ou 2 heures de plus à Moscou, Charles Diveau? 2 heures de plus. De veiller avec nous. Est-ce que la Trump mania, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme de Trump mania? On l'entend tout au long de la soirée ménager, plus que ça, flatter les Russes. Est-ce que c'est entendu en Russie? Oui, il y a une popularité telle que des parents, un couple originaire de Sibérie a décidé, tenez-vous bien, d'appeler son enfant Trump. Alors cela peut faire sourire, ça en dit long tout de même sur le fait que les Russes, ils sont séduits par le discours du président américain. Pourquoi? Eh bien on est allé dans les rues de Moscou, on leur a posé directement la question et à chaque fois, la réponse elle est la même. Ce qui leur plaît, c'est le fait qu'à leurs yeux, Donald Trump, il considère la Russie, puisqu'il parle avec Vladimir Poutine, il parle avec la Russie, il négocie avec elle et il est même prêt à faire des affaires avec la Russie. Alors, il faut le dire tout de même, cette popularité, elle a été bien aidée par les médias russes qui ici relaient presque toutes les déclarations de Donald Trump et notamment celles allant dans le sens du Kremlin qui font, vous l'imaginez, les titres. Reste à savoir si cette Trump mania naissante est partie pour durer ou non ici en Russie. Est-ce qu'il y a une sorte de fierté, Charles Diveau? Évidemment, l'Union soviétique est tombée depuis longtemps maintenant, mais cette idée que c'était l'adversaire historique et que les Américains les traitent bien, est-ce que vous ressentez chez les Russes, dans les médias russes, une forme de fierté de ça? Oui, il y a une fierté et surtout ce qui se passe, c'est qu'il y a l'impression qu'enfin un dirigeant occidental comprend les positions de la Russie. Alors, ce qui est sûr, et en tout cas c'est ce qui surprend, c'est d'avoir cette cote de popularité d'un président américain dans un pays, la Russie. Ça, c'est vrai que ça peut surprendre, mais oui, il y a une fierté d'être considéré par Donald Trump, de pouvoir aussi faire des affaires, parce que à travers les partenariats qui pourront être signés, il y a aussi l'idée de montrer, il y a eu des sanctions économiques, et bien finalement non, regardez, les États-Unis, ils sont prêts à travailler économiquement avec nous. Merci beaucoup Charles Diveau. Ce qui est très intéressant, jusque dans l'anecdote, le petit Trump, je ne sais pas comment ça vieillira comme prénom, parce qu'il faut le porter toute sa vie le prénom. Hein. Ça c'est dans 40 ans ou 50 ans, je m'appelle Trump Mikhailov, voilà ce que ça donne. Mais enfin, pour l'instant, cette fierté russe, expliquez, parce que vous avez été là-bas. Il y a une aspiration à être reconnu comme une grande puissance. C'est pas uniquement Vladimir Poutine. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est soutenu par une grande partie de la population et surtout, en fait, les gens de sa génération qui sont frustrés par la manière dont il est considéré. Est-ce qu'on est en train de retrouver... Aujourd'hui, sont mécontents de la guerre, ils aimeraient bien revenir à la paix. Cela dit, ils ne veulent pas perdre, ils veulent que ce soit la Russie qui gagne. La fameuse formule du président de la République, Donald Trump. La formule du président de la République, d'Emmanuel Macron, qui disait « il ne faut pas humilier la Russie ». Il y a une partie des opinions qui trouvait ça inacceptable et une autre qui a toujours soutenu ce point de vue. C'est le point de vue de Trump. Et puis il ne faut pas oublier, quand on parle de Poutine et de Trump, à quel point Poutine avait été snobé par Bill Clinton à l'époque. Bill Clinton le considérait comme un gamin qu'Eltsine avait mal choisi. Ensuite, Obama, il a été carrément humilié, profondément humilié. Obama traitait la Russie de manière publique comme une station-service, en gros, sans prendre beaucoup plus d'égard que ça. Et donc là, il retrouve le statut, l'estime de soi revient. Un peu trop peut-être, mais... La pente, on y arrive vite. Hein. Nous en sommes tous victimes. Ce que disait Kissinger, c'est que la Russie était obsédée par le rang et par la sécurité. Et on retrouve ça effectivement chez Vladimir Poutine. Les villages Potemkin sont toujours vivants en Russie parce que c'est le rang qui compte, c'est pas la vérité. Donc ils sont prêts à aller faire leurs besoins dans un trou au fond du jardin pour 30% de la population. Moscou, c'est pas la Russie, c'est juste la capitale, c'est un zoo sous le ciel ouvert. On parle de la Russie. Et la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés, donc c'est pas que Moscou. Et ils sont prêts à ça. Et encore, vous savez, moi, j'ai suivi justement ce changement sur les chaînes russes, chez différents forums d'échange. Ils sont ahuris complètement. Ils traitent carrément Poutine de traître parce qu'il y a encore 2 jours, l'OTAN, les États-Unis, c'était les pires ennemis du monde. Il fallait se battre contre eux. C'est eux qui menaient la guerre contre la Grande Russie. Et aujourd'hui, il faut faire ami-ami avec Trump, avec les États-Unis. Donc, ils ne comprennent pas les Russes.
Russes, ils disent ah ben c'est très bien, on a réussi. Finalement, l'objectif de cette opération spéciale a été atteinte parce que à la place de piller l'Ukraine maintenant, les Américains vont piller la Russie. Donc les Russes, ils ont vraiment un problème de compréhension de la situation et je pense que ça va pas, comment dire, cette décision de Poutine ne se passera pas facilement. Est-ce que c'est le retour de la Russie? Tous ceux, rappelez-vous, y compris dans la politique française, des gens comme Nicolas Sarkozy, comme François Fillon d'entretemps, une partie de la droite, mais aussi à gauche, des gens comme Mélenchon, qui ont toujours soutenu que c'est la Grande Russie, que c'est un acteur majeur du monde et qu'on la traite parmi les très grands acteurs. Tous ces gens vont se trouver de nouveau, disons, ils ont le président des États-Unis d'Amérique qui dit comme eux, en substance. Hein. Oui, bien sûr, mais il faut se méfier. Alors, est-ce que c'est le retour de la Russie? Il faut quand même se méfier. Je rappelle quand même que les négociations n'ont pas commencé. Bon, il faut se méfier de l'immédiateté médiatique. C'est valable pour le président Macron à Washington. On ne sait pas très bien quels sont les résultats concrets de ce qu'il va apporter, mais entre Vladimir Poutine, cette lune de miel entre Vladimir Poutine et Donald Trump, pour le moment, on peut penser que ça va déboucher. Il y a une volonté, mais pour le moment, ça n'a pas lieu. Ça n'a pas encore eu lieu. Je veux dire, les vraies négociations n'ont pas démarré. Donc je crois que moi, je reste vraiment très très prudent parce qu'on est à la croisée des chemins et un certain nombre de choses peuvent arriver, y compris un blocage russe sur le déploiement des troupes occidentales qui bloquent la situation, qui empêche un certain nombre de débouchés. Voilà. Donc pour le moment, le retour de la Russie, la Russie, elle fait 17 millions de kilomètres carrés, elle sera là demain. Oui, ça restera un acteur avec lequel il faudra compter. Cette tradition française, moi je donne toujours cet exemple, c'est un ambassadeur des États-Unis qui m'avait dit ça, il avait été choqué, il disait il s'était jamais remis du fait que le général de Gaulle a été plus sévère contre le Vietnam, contre les États-Unis dans la guerre du Vietnam qu'il n'avait été contre l'Union soviétique qui faisait rouler les chars contre la Tchécoslovaquie, parce que de Gaulle, comme beaucoup de généraux français, était tout à fait dans le camp des démocraties quand il le fallait, mais considérait que l'histoire russe était quelque chose. C'est Stalingrad aussi, et il a envoyé ce régiment Normandie-Niemen, et donc oui, il est allé 2 fois en Union soviétique pour des périodes assez longues, il a fait une fois un voyage de 10 jours, et il avait une admiration pour l'héroïsme des soviétiques à l'époque, et il parlait toujours de la Russie éternelle aussi, c'est-à-dire il parlait jamais de l'Union soviétique. Et ça lui avait c'était la France éternelle et la Russie éternelle. Ça lui avait permis aussi de tenir tête à Roosevelt, c'est-à-dire d'être un pendant à Roosevelt qui ne pouvait pas l'encaisser, et à un moment donné, il a failli être évacué par Giraud, et c'est une des raisons pour laquelle, à partir de 41-42, il a envoyé des troupes en Russie. Et on voit réapparaître en certains cas, je ne sais pas si vous avez frappé, le terme non aligné, on entend des politiciens français, parce qu'ils ont une telle antipathie pour Trump que les choses bougent, ils réutilisent le mot non aligné. On n'a jamais été non aligné avec le général de Gaulle, on a toujours été attentif. Attendez, en 62, très clairement, on voulait lui montrer les preuves des missiles à Cuba. Il a dit, moi, quand le président Kennedy me dit qu'il y a des missiles à Cuba, je crois le président, et il s'est classé. Voilà. La France n'a jamais quitté l'OTAN. Elle a quitté le commandement intégré de l'OTAN sous le général de Gaulle, mais pas plus. Quant au non-alignement, j'ai pas le sentiment que les images qu'on a vues du voyage de notre président à Washington étaient le signe avant-coureur d'une forme d'éloignement des États-Unis. Vous disiez, est-ce que la Russie... je pense que la Russie revient parce qu'elle a pris un risque sidérant en février 2023, il y a 3 ans, jour pour jour, en envahissant l'Ukraine, en choisissant de violer une frontière au sein même de l'Europe, ça s'était jamais vu. À l'époque, surtout avec la résistance des Ukrainiens, on a dit les Russes vont le payer. Ils vont être mis au banc des nations et ils vont être mis à genoux économiquement. C'était Bruno Le Maire qui avait promis ça. L'effondrement de l'économie russe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On a vu dans la même journée, hier, une résolution des Nations Unies disant mais non, la Russie n'a agressé personne, avec le soutien des États-Unis, et un retour de la Russie dans le jeu économique. On vient de parler de l'exploitation des terres rares. Poutine dit c'est formidable, on va revenir. Mais alors, attendez, jusqu'où les vestes c'est un retour quand même. Et malheureusement, dans une certaine mesure, jusqu'où les vestes peuvent-ils se retourner ? Il faut toujours écouter, c'est sur Internet, c'est Boris Johnson, soutien absolu de l'Ukraine. Il raconte ce qui se passe le 24 février.
et il rapporte que des diplomates, par exemple, allemands, lui disent off. Si la Russie pouvait vite prendre l'Ukraine, comme ça on est libéré, on passe à autre chose. Est-ce que les vestes vont se retourner à ce point? Est-ce que les Allemands seront tentés de racheter du gaz russe? Est-ce que certains vont reprendre les affaires avec la Russie? Non, mais vous savez, quand même, il ne faut pas non plus aller courir plus vite que n'importe quoi. Donc... Surtout, il n'y a absolument rien qui a changé du tout. C'est-à-dire, nous sommes encore, la Russie, isolée. Il y a encore les sanctions qui ont été émises par l'Union européenne, par d'autres pays du monde. L'économie russe est complètement au bout de l'effondrement, mais ils ont encore quelques ressources. Mais les comptes, les bilans des sociétés sont mis en attente, etc. Donc, la situation est grave pour la Russie. Et vous savez, il ne faut pas oublier que avant de réinvestir dans le pays qui vous a privé de tous les avoirs, parce que n'oublions pas le départ des sociétés françaises, et occidentales, américaines, etc. Comment les Russes ont confisqué, ont renationalisé carrément des sociétés. Elles sont en train de revenir. Renault a dit. Mais qui va revenir ce week-end, on va revenir en Russie. Oui, Renault a dit, mais le temps de revenir, vous savez, Warren Buffett, le philanthrope milliardaire investisseur américain, qui disait, vous savez, quand vous me verrez investir en Russie, sachez que je suis prise en otage. Donc les Américains, avant de vraiment aller et commencer à mettre l'argent, remettre l'argent dans le pays, je pense qu'on verra encore du temps. On vous sent assez optimiste alors.